Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, cher Carlo Ginzburg, je suis très honoré, au nom du Global Studies Institute, Institut d'études globales, d'accueillir à l'Université de Genève un conférencier d'une érudition et d'une renommée aussi grande que la vôtre. Avant de dire quelques mots d'introduction, je tiens en préambule à remercier et aussi à excuser ma collègue, la professeure Françoise Brigel, qui est à l'initiative de cette invitation et co-organisatrice avec notre collègue Daniel Barbu, à qui je vais passer la parole dans un instant, et que je remercie également grandement, puisqu'il est le co-organisateur de cette série de rencontres autour de l'œuvre de Carlo Ginzburg, dans le cadre desquelles s'inscrit la conférence publique de ce soir. C'est une des missions de l'Université de Genève que lui assigne la loi d'offrir un service à la cité, d'organiser des événements publics, et c'est un privilège que nous avons de pouvoir offrir à la cité, et la cité nous l'offre en retour, nous sommes une université publique financée par les deniers publics, par les impôts des citoyens genevois, d'offrir des occasions de réfléchir dans un cadre académique et public. Je remercie donc grandement Françoise Brigel, notamment pour son activité de recherche foisonnante au sein de notre institut. Elle dirige notamment un projet soutenu par le Fonds national pour la recherche scientifique qui s'intitule « Les pratiques administratives de l'État, une histoire des matérialités, fiscalité et justice en Savoie des XVIIe et XVIIIe siècles ». Et je dois dire, bien que je ne sois pas historien, que je suis plusieurs de ces activités et que j'apprends énormément de choses passionnantes, notamment sur ces pratiques administratives qui relèvent de mon domaine de compétence, le droit. Malheureusement, Françoise est retenue par un impératif non négociable ce soir, et je vous prie donc de bien vouloir l'excuser. Et par la même occasion, de bien vouloir m'excuser moi aussi, car je la remplace et évidemment, je ne suis pas du tout compétent pour vous présenter le conférencier que vous êtes venu écouter, puisque certes, je suis le directeur de cet institut qui chapeaute cette conférence, et c'est à ce titre que Françoise et Daniel m'ont demandé de faire une brève introduction, mais pour ce qui est de mes compétences académiques, je ne suis qu'un modeste juriste bien peu apte à capter et à célébrer les subtilités de l'œuvre de notre invité. Bien évidemment, et c'est là un de leurs principaux défauts, les juristes ne sont jamais modestes, et je ne fais hélas pas exception à la règle, mais leur discipline académique, elle, le droit, est bien modeste et devrait le rester. Ceci étant, l'historien qu'est Carlo Ginzburg a été régulièrement accusé d'indiscipline, de flirter aux périphéries, aux frontières de sa discipline, et ça, dans le monde académique tel qu'il est conçu, organisé autour de disciplines, c'est une accusation sérieuse, et peut-être, à ce titre-là, je pourrais vous être utile en tant qu'avocat pour défendre effectivement cette indiscipline qui conduit à visiter les marges de nos disciplines. Et il se trouve que c'est ce que nous faisons dans le cadre de l'Institut d'études globales, puisque précisément nous sommes un centre interdisciplinaire qui se consacre à explorer ces limites et ces rencontres entre les disciplines. Et, sans surprise, d'ailleurs, la League of European Research University, dans un rapport de 2016, le précisait, la pratique de l'indiscipline ou de l'interdisciplinarité, et c'est ce qui est arrivé à Carlo Ginzburg, nous ramène nécessairement à nos propres disciplines et à sa propre discipline, l'histoire. Ces travaux d'historien, souvent aux marges de sa culture disciplinaire, périphériques tant par la démarche que par les sujets abordés, le conduisent à un retour épistémique sur sa propre discipline. C'est un historien qui non seulement pratique l'histoire, mais aussi questionne l'histoire. L'histoire des petites gens, du fromage et des vers, et il ne s'agit pas de poésie, mais aussi, pourquoi pas, l'histoire de l'art. C'est précisément ce type de vagabondage intellectuel que l'université, et l'université publique, doit permettre d'accomplir. De plus, pour ce qui concerne notre conférencier de ce soir, et contrairement à la plupart des académiciens qui, lorsqu'ils sont reconnus par leur père, le font en enfonçant un peu toujours et toute leur carrière le même clou,
Carlo Ginzburg est un esprit curieux. Et il ne s'est pas contenté du confort de labourer encore et encore ce pré, et pourtant un pré important dans la pratique de l'histoire qu'il avait initialement défriché, mais il s'est permis de toujours cultiver sa curiosité et visiter des territoires toujours nouveaux. Professeur de plusieurs universités italiennes, de grandes universités américaines, notamment UCLA, comme cela apparaît sur l'affiche, doctorat honoris causa de plusieurs universités européennes, notre conférencier se propose ce soir, et je vais passer la parole à Daniel Barbu pour en parler, de jeter un regard rétrospectif sur son parcours. Avec modestie, comme le titre l'indique, le hasard et quelques cas. Mais c'est probablement la marque des grands esprits de permettre à tous, moins grands esprits, d'entendre cette mélodie du hasard si difficile à déchiffrer, qui fait le lien entre les faits et le temps. De plus, je ne doute pas qu'avec un esprit aussi alerte, affûté et curieux que le sien, cette rétrospective ouvrira aussi largement de nouvelles perspectives. Je me réjouis donc, que dis-je, je me délecte de vous écouter, mais je passe d'abord la parole à Daniel Barbu. Merci. Alors, je serai très bref. Il s'agit avant tout pour moi de remercier les institutions diverses qui ont contribué, qui ont rendu possible en fait les rencontres que nous organisons avec Françoise ces jours. Donc évidemment, je remercie le professeur Levrat et l'Institut d'études globales qui nous hébergent ce soir, mais aussi la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève, l'Institut d'Histoire de la Réformation, l'Unité d'Histoire et d'Anthropologie des Religions et la librairie Payot, et bien sûr aussi personnellement la Société d'Histoire des Religions de Genève, qui est avec le GSI à l'initiative de l'événement de ce soir. Voilà un événement, comme l'a dit Nicolas Levrat, co-organisé avec ma collègue Françoise Brigel, qui, malgré son absence, je souhaite remercier chaleureusement et saluer ce soir. Juste pour quelques précisions techniques, donc, la conférence publique de ce soir sera suivie demain d'une rencontre avec les étudiants à laquelle la plupart d'entre vous n'êtes pas conviés, mais aussi à un débat, une table ronde, une discussion qui aura lieu demain soir à 18h30, je crois, ou 18h, à la librairie Payot, justement, donc à Payot, rive gauche, où on va parler des liens entre histoire des religions et droit, puisqu'il s'agira de casuistique, à propos d'un livre publié récemment par Carlo Ginzburg, qui s'appelle « A Historical Approach to Casuistry, Norms and Exceptions in a Comparative Perspective », une discussion qui sera animée par Francesca Chiesi-Ermotti. Et ensuite, dans le cadre de ces rencontres, la discussion se poursuivra avec un autre collègue qui nous vient de l'école normale de Pise, Lucio Biasiori, qui a été l'élève de Carlo, et qui parlera donc vendredi matin à 10h au bâtiment des philosophes, dans la salle 204, sur le thème « From Maghreb to Geneva, the life and death of a Mediterranean Calvinist ». Je pense qu'il n'est peut-être inutile, il n'est pas utile de s'attarder sur la bibliographie et la biographie de Carlo Ginzburg. Les uns et les autres, vous pouvez aujourd'hui simplement consulter Wikipédia. Je pense qu'il faut juste souligner, justement, comme le disait à l'instant le professeur Levrat, que Carlo n'a pas seulement fait œuvre d'historien, mais il n'a jamais cessé de questionner le rôle de l'histoire. Ses travaux, tant sur la sorcellerie que sur l'histoire culturelle et intellectuelle de l'Europe, sur l'histoire de l'art, sur les enjeux de la démarche historique, ont marqué des générations et des générations d'historiens depuis bientôt 40 ans. Les réflexions épistémologiques qui traversent son œuvre nous poussent à repenser ce qui constitue un témoignage, nous invitent à chercher les voix et les idées, aussi tenues soient-elles, enfouies derrière les documents que nous étudions, à chercher à faire ressentir les soubresauts de l'histoire, les tensions qui existent entre normes et anomalies, ces choses qui font, au fond, la matière de l'histoire. Un intellectuel engagé, politiquement aussi, son regard sur le passé n'esquive jamais les débats du présent, d'où le titre de ces rencontres. Et il nous propose donc ce soir de réfléchir sur le hasard et le cas.
C'est toujours un grand plaisir d'accueillir Carlo à Genève et je le remercie vivement d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci pour cette généreuse introduction. C'est un grand honneur d'être ici. L'objet de mes réflexions rétrospectives, ce sera mon itinéraire intellectuel, dans lequel, comme vous le verrez, la notion de cas a eu une importance décisive, et celle des hasards aussi. J'irais même jusqu'à dire que le cas fut une véritable obsession. Mon premier livre, I Benandanti, en français Les batailles nocturnes, est paru en 1966. La traduction anglaise, intitulée The Night Battles, Witchcraft and Agrarian Cults in the 16th and 17th Centuries, fut publiée en 1983 avec une introduction de Eric Hobsbawm. 30 ans plus tard, en 2013, la maison d'édition Johns Hopkins University Press m'invita à écrire une nouvelle préface. J'en profitais alors pour raisonner sur la trajectoire qui m'avait conduit à étudier les procès des sorcelleries. Mon premier essai, publié en 1961, analysait un procès d'inquisition du début du XVIe siècle qui avait été intenté à une paysanne de la région de Modène, Chiara Signorini, accusée d'être une sorcière. À la fin de l'essai, j'avais écrit « Le cas de Chiara Signorini, jusque dans ses aspects les plus irréduciblement individuels, peut prendre une signification d'une certaine manière paradigmatique. » En 2013, j'ai commenté ces passages dans les termes suivants. Paradigmatique signifie ici exemplaire. La structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, un livre tout entier construit autour de la notion de paradigme, fut publié l'année suivante, en 1962. Présenter comme exemplaire une découverte due au hasard revenait à avancer une hypothèse aventureuse, plus précisément à faire un pari. Mais qu'est-ce qui avait pu me conduire à transformer un procès en un cas? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Ce que je puis dire, c'est que, depuis ces moments, je n'ai cessé à réfléchir sur les cas et sur leurs implications. Aujourd'hui, 6 ans après, je vais tenter de formuler une réponse en essayant d'expliquer, et avant tout de m'expliquer à moi-même, les racines de mon intérêt précoce pour le cas. À la fin des années 50, le mot cas évoquait pour moi 2 noms, Sherlock Holmes et Sigmund Freud. J'avais lu en traduction le récit de Conan Doyle et les cas cliniques de Freud. L'idée qu'un cas, pour peu qu'on l'analyse en profondeur, puisse révéler quelque chose qu'un traitement de caractère général ne serait pas en mesure de saisir, m'avait profondément impressionné. Cette passion pour les détails révélateurs avait été renforcée par la rencontre avec 2 grandes figures de la philologie romane, Leo Spitzer et Erich Auerbach. Récits et romans, psychanalyse, critique littéraire, je me suis approché de la recherche historique à partir des genres et des formes de connaissances les plus variées, et au sein desquelles les cas jouaient chaque fois un rôle déterminant. Par rapport à l'histoire en tant que discipline, un terme qui porte avec lui des nuances, des coercitions et qui ne m'a jamais vraiment plu, je me suis longtemps senti dans une position marginale, sentiment qui n'avait rien de particulièrement désagréable. Bien plus tard, en 1979, j'ai essayé de réfléchir à cette marginalité et à ses implications dans l'essai Spie, radici di un paradigma indiziario, qui fut traduit presque immédiatement sous le titre Signes, traces, pistes. J'étais parti de 3 individus, 2 individus réels et un individu imaginaire, Giovanni Morelli, Sigmund Freud, Sherlock Holmes.
Ce qui leur était commun, c'était la chasse aux indices, un thème que j'essayais d'insérer dans une perspective historique au long cours. C'est Edgar Wind, dans un essai inclus dans son livre « Art et anarchie », qui avait attiré mon attention sur Morelli, ainsi que Enrico Castelnuovo, un historien de l'art des plus brillants, un ami très cher, qui enseigna longtemps à Lausanne, dans une entrée de la grande encyclopédie consacrée à l'attribution. Freud, dans une note de bas de page de l'essai sur le Moïse de Michel-Ange, qu'il avait publié dans un premier temps de manière anonyme, avait déclaré la dette intellectuelle qu'il avait contractée à l'endroit des écrits du connoisseur italien Giovanni Morelli, auteur d'une série d'écrits en allemand signés d'un pseudonyme pseudo-russe, Ivan Lermoliev. Mais peut-être, m'étais-je demandé à l'époque, est-ce que Conan Doyle lui-même s'est inspiré de Morelli? Dans une note de bas de page, je faisais l'hypothèse que Henry Doyle, le directeur de l'Art Museum de Dublin, avait pu parler de l'œuvre de Morelli, qu'il connaissait personnellement, à son neveu Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Aujourd'hui, à l'appui de ces hypothèses, j'ajouterai de nouveaux éléments. En plus de la boîte de carton, The Adventure of the Cardboard Box, que j'avais analysée dans mon essai en suivant l'invitation d'Enrico Castelnuovo, je voudrais m'attarder ici sur un autre récit de Conan Doyle, un cas d'identité, a Case of Identity, 1891. Le lecteur découvre ici la présentation que Sherlock Holmes fait de sa méthode. J'ai longtemps eu pour axiome que les petites choses sont de loin les plus importantes. Comme toujours, Watson s'avoue stupéfait par la précision de son ami. Il semble que vous avez lu une quantité de choses en elle. Il s'agit de Mary Sutherland, la jeune femme qui est au centre du cas, qui m'était restée presque invisible. Non pas invisible, mais inaperçue, Watson. Vous ne saviez pas là où regarder, et c'est ainsi que vous êtes passé à côté de tout ce qui était important. Je ne saurais jamais trop vous convaincre de comprendre l'importance des manches, ni tout ce que peuvent suggérer des ongles, ou tout ce qui pourrait dépendre des lacets d'une bottine. Ne vous fiez jamais aux impressions générales, mon ami, mais concentrez-vous sur les détails. Mon premier regard se porte toujours sur la manche d'une femme. Si c'est un homme, il est sans doute préférable de prendre en considération le genou du pantalon. Comme vous pouvez l'observer, cette femme a des peluches sur ses manches. C'est un des matériaux les plus utiles pour exhiber des traces. Parmi les indices qui mènent à la résolution du cas, à savoir l'identité du fiancé de Miss Mary Sutherland, nous trouvons ceux qui ont été laissés par une machine à écrire. C'est une chose bien curieuse, remarqua Holmes, qu'une machine à écrire ait presque autant de personnalité qu'une écriture manuscrite. À moins qu'elle ne soit complètement neuve, il n'y en a pas deux qui écrivent exactement de la même manière. Ainsi, il y a des lettres qui s'usent plus que des autres. Il y en a qui s'usent d'un côté seulement. Voyez plutôt votre lettre, monsieur Windebank. Par un de vos « e » n'est pas irréprochable. Et le délié de « r » a un petit défaut. J'y découvre 14 autres signes caractéristiques, mais ceux que je vous ai cités sont les plus évidents. La comparaison entre les écritures individuelles et la spécificité des habitudes inconscientes d'un peintre est un thème récurrent dans la tradition de la connoisseurship, de Giulio Mancini à Giovanni Morelli, du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Sherlock Holmes reprend cette comparaison et la met au goût du jour du point de vue de la technologie. Il y a aussi cette remarque sur les ongles, et les ongles avec les bouts d'oreilles étaient pour Morelli le signe qui trahissait la personnalité d'un peintre par rapport aux copies de ces tableaux. Mon essai sur les indices n'évoque pas le cas comme genre littéraire, mais les pratiques cognitives qui les sous-entendent, considérées dans une perspective historique de très longue durée, puisqu'il remonte même aux chasseurs du néolithique,
un exercice d'histoire conjecturale, comme l'aurait dit au XVIIIe siècle. Mais il s'agissait aussi d'une réflexion sur mon itinéraire de recherche, en particulier sur les batailles nocturnes et sur les fromages et les vers. 2 livres qui avaient pour point de départ des anomalies représentées respectivement par un groupe et par un individu. Je reviens dans un instant sur l'anomalie et sur ses implications. La perspective qui était en train d'émerger à ces moments-là et qui prit le nom de micro-histoire peut être décrite, à mon avis, comme une approche expérimentale à la recherche historique et à l'écriture de l'histoire, basée sur les cas et sur ses implications. J'utilise le terme expérimental parce que la micro-histoire ne met pas le lecteur face à un récit pur et simple, mais face à un récit qui inclut aussi une réflexion sur la manière dont le récit s'est construit. On n'enlève pas les échafaudages quand l'édifice est achevé, mais ils font partie de l'édifice lui-même. Il s'agit d'un choix stylistique, cognitif et politique qui tire son inspiration, au moins pour ce qui me concerne, de la littérature du XXe siècle, une catégorie assez large pour inclure aussi bien Marcel Proust que Bertolt Brecht. C'est cette perspective qui avait poussé Shklovsky à lire Don Quichotte et Tristram Shandy en tant que proto-roman et méta-roman. Mais l'expérience peut aussi ouvrir la voie à la révision d'un cas écrit par d'autres. C'est bien ce que j'ai essayé de faire au milieu des années 1980 en examinant à nouveau frais un des cas les plus célèbres de Freud, celui de l'homme au loup. Le patient, un russe, avait raconté à Freud qu'il était né coiffé, c'est-à-dire enveloppé dans la poche des liquides amniotiques, un détail que Freud avait noté sans saisir toute son importance. Il était lui-même né coiffé. Or, dans le folklore russe, on dit que les enfants nés coiffés sont destinés à devenir des loups-garous. Un détail qui m'a immédiatement fait penser au récit de Benandanti du Frioul, né coiffé, qui était obligé d'aller se battre en esprit 4 fois par an contre les sorcières et les sorciers. Réfléchissant sur cette analogie, j'ai avancé l'hypothèse que le rêve d'enfant dans lequel les patients de Freud avaient reconnu les points de départ de sa propre névrose, 5 loups perchés sur un arbre qui les regardaient fixement, pouvait être une espèce de rêve initiatique qui lui avait été suggéré par les récits des Sagnania. De là, ma conclusion, et je cite, « Au lieu de devenir un loup-garou, il devint un névrosé au bord de la psychose. » Ce bref essai, écrit il y a plusieurs années, illustre la porosité intellectuelle du cas comme genre littéraire. On peut écrire les mêmes cas en partant d'un infime détail, Dieu est dans les détails, selon la fameuse formule d'Abi Warburg, qui, réinterprétée dans une autre clé, peut donner lieu à une configuration complètement différente. Pouvons-nous lire tout cela comme un exemple de dialogue entre des disciplines différentes? Oui et non. Oui, parce que l'expérimentation a engagé un dialogue métaphorique entre un spécialiste d'histoire profondément intéressé par l'anthropologie, à savoir celui qui vous parle, et le fondateur de la psychanalyse. Non, parce que ce qui avait rendu possible ce dialogue, c'était moins les disciplines en tant que telles que le cas lui-même, en tant que genre hybride, un genre épistémique, comme a pu le définir il y a quelques années Gianna Pomata, situé à l'intersection de la médecine, du droit et de la théologie. Une réflexion sur la casuistique se révéla à ces moments inévitable. Pour ce qui me concerne, cette réflexion émergea après bien des années. Un retard que j'attribue à mon milieu familial, très nettement orienté dans la direction opposée, fondé sur le caractère absolu de la loi morale. Je crois qu'il m'a fallu dépasser une résistance inconsciente due aux implications morales de la casuistique. Même si je n'ai pas reçu une éducation religieuse, je crois avoir été élevé par rapport à la morale dans une atmosphère qui peut être considérée
pour le dire de manière un peu simpliste, comme une version sécularisée du refus pascalien de la casuistique, et tout particulièrement de la casuistique jésuite. Je suis en mesure de dater de manière précise les moments où mon attitude par rapport à ces thèmes a changé. Pendant de nombreuses années, j'ai enseigné à UCLA. Au début de chaque année, j'ai coordonné un séminaire pour doctorants qui durait 6 mois. Après le 11 septembre 2001, j'ai décidé immédiatement que pendant les séminaires qui devaient commencer quelques mois plus tard, je lirais Le Prince de Machiavel avec mes étudiants. Je n'avais jamais travaillé sur Machiavel, mais le premier séminaire auquel j'ai jamais participé comme étudiant, à l'école normale de Pise, portait précisément sur Le Prince. Il était dirigé par un médiéviste d'une grande originalité, Arsenio Frugoni. 45 ans plus tard, j'affrontais les mêmes textes, même si c'était de manière inévitable dans une perspective différente. Quand je m'ai mis à construire la liste de lectures à transmettre aux participants au séminaire, je me rendis compte qu'un des thèmes que je m'étais mis à explorer sans m'en apercevoir était la casuistique. Après avoir passé des années à revenir inlassablement sur des cas, le temps de la casuistique avait sonné. Le chapitre splendide consacré au cas dans le livre d'André Jolles, Einfache Formen, que j'avais lu en français, avait certainement contribué à me pousser dans cette direction. Mais une autre force avait, je crois, joué un rôle non moins négligeable, même si son rôle dans la vie de la recherche est la plupart du temps étrangement ignoré. Je veux parler de la cryptomémoire. Quand j'ai commencé à explorer les liens possibles entre Machiavel et la casuistique, j'avais l'impression de m'avancer dans des contrées inexplorées. J'avais tort. Je ne me souvenais pas, en tout cas pas de manière consciente, que j'avais déjà rencontré ce thème plusieurs années auparavant. D'une part, dans un essai de Benedetto Croce, qui rejetait catégoriquement toute relation, quelle qu'elle fût, entre le vigoureux engagement moral de Machiavel et les sophismes de la casuistique. D'autre part, dans un livre de Luigi Russo, qui voulait trouver une préfiguration de la casuistique dans les argumentations utilisées par Fra Timoteo, un des personnages de la Mandragola de Machiavel, quand il veut convaincre Lucrezia, la femme vertueuse de Nietzsche, que l'adultère ne constitue pas un péché. Ce qui a émergé dans le cours de la recherche m'a laissé bouche bée. Les arguments utilisés par le frère Timoteo pour démontrer la légitimité de l'adultère dans certaines circonstances faisaient écho à la lettre aux arguments qui tendaient à prouver la licéité dans certaines circonstances de l'usure, proposée par Giovanni d'Andrea, un fameux professeur de droit canonique mort à Bologne pendant la peste de 1348. Machiavel avait pu consulter les livres de Giovanni d'Andrea dans la bibliothèque de Bernardo, son père, qui en possédait une copie. En poursuivant sur cette voie, je me rendis compte que les chapitres centraux de Le Prince, ceux où Machiavel voulait voir la section la plus originale, la plus audacieuse de son traité, commençaient invariablement par l'énoncé d'une norme morale, par exemple, le prince doit maintenir toujours sa parole, suivi immédiatement par une exception. Non di manco, néanmoins. Du droit canonique médiéval à la théologie plus ou moins imaginaire, à l'art de l'État de Machiavel, une expression qui est pratiquement intraduisible, l'étude des cas m'avait conduit à la casuistique et à l'attaque féroce lancée par Pascal dans les provinciales. Les sous-titres de mon livre « Non di manco, néanmoins », qui a été publié en italien l'année dernière et qui va sortir prochainement en français, est « Machiavelli, virgule, Pascal ». Dans mon introduction, je commence par la virgule. J'ai reparcouru rapidement l'histoire d'un cas qui tournait autour d'un chercheur qui a passé la plus grande partie de sa vie à écrire des histoires de cas, qui tournaient autour d'individus morts depuis longtemps, souvent depuis des siècles. Les deux modèles que j'ai cités au début de mon propos
Conan Doyle et Freud, possédait une forte dimension littéraire, même si, dans le cas de Freud, son extraordinaire talent littéraire était mis au service d'un projet scientifique. Certes, ma passion pour la littérature ne se limitait pas au genre que l'on peut définir comme étude des cas, case study. Le milieu familial dans lequel j'ai grandi a eu un poids important. Ma mère était une écrivaine très connue. Dans le lieu où j'habitais, il y avait des romans de tous les côtés. Et moi-même, au sortir de l'enfance, je m'étais amusé à l'idée d'écrire des romans, rêveries qui s'étaient évanouies presque immédiatement. Mais la lecture de récits de tout genre, de Pinocchio à Guerre et Paix, a certainement nourri ce que j'appellerais mon imagination morale. C'est une expérience que nous connaissons tous. Nous participons aux émotions d'un pantin, d'un insecte, d'un assassin. Est-ce que nous pouvons définir comme des études de cas le récit qui retrace les aventures de Pinocchio, de Gregor Samsa ou de Raskolnikov? Du point de vue du genre littéraire, certainement pas. Et pourtant, dans ces récits, nous retrouvons un élément qui est au centre de ce que nous appelons littérature. Évoquer un fragment minuscule même, de la réalité, comme s'il s'agissait d'un monde, mieux, du monde lui-même. De manière analogue, par définition, un cas implique une série, une comparaison, une généralisation implicite, même s'il s'agit d'une anomalie, d'un cas qui ne rentre pas dans la norme. Même si, ou surtout si, il y a très longtemps, j'ai réalisé que la norme ne peut prévoir toutes les anomalies, tandis que toute anomalie implique par définition la norme. De là, la richesse cognitive de toutes les anomalies, qui ne doit pas être confondue avec l'idéologie qui peut porter à les idolâtrer. Je pense à l'attitude de Michel Foucault par rapport au cas de Pierre Rivière. Ici, nous revenons encore une fois à Freud. Ce cas concerne des individus affectés de pathologies plus ou moins graves. Mais un individu n'est pas une entité isolée. Nous pouvons le considérer, comme j'ai pu le soutenir il y a plusieurs années maintenant, comme les points d'intersection de différents ensembles. Les patients connus comme l'homme au loup, par exemple, étaient membres de l'espèce animale Homo sapiens, de sa moitié masculine, d'une certaine communauté linguistique, dans ce cas précis la communauté russe, d'une classe sociale déterminée, dans ce cas précis la bourgeoisie aisée, ainsi de suite, jusqu'à parvenir à l'ensemble dont il est le seul membre, caractérisé par ses empreintes digitales. Ce dernier ensemble peut suffire à identifier un individu dans des contextes déterminés, par exemple policiers. Mais pour un historien, ou pour un psychanalyste ou un anthropologue, un individu est le résultat de l'interaction de traits spécifiques et dans une mesure variable générique. Chacun de ces traits renvoie à un contexte. Par exemple, le fait d'être né coiffé renvoie à un contexte folklorique russe que les patients auraient eu en commun, selon mon hypothèse, avec sa gnagna. La possibilité de réécrire le cas de l'homme au loup à partir de ce détail prouve, selon moi, que Freud s'inscrivait dans une perspective scientifique et en tant que telle, falsifiable. La pratique analytique introduite par Freud entretenait de fortes ressemblances avec deux pratiques catholiques. D'un côté, avec la confession, et ce point est évident. De l'autre, et ce point est moins évident, avec les procès de l'Inquisition. Freud avait bien conscience de cette dernière analogie, comme l'atteste une lettre écrite à Wilhelm Fliess, un ami de jeunesse. Pourquoi les aveux extorqués par la torture ont-ils tant de ressemblances avec les récits de mes patients au cours du traitement psychologique? Et Freud de conclure, et je comprends maintenant la thérapeutique rigoureuse qu'appliquaient les juges aux sorcières. Il y a quelques années, j'ai écrit un essai intitulé « L'inquisiteur comme anthropologue ». On pourrait renverser l'analogie et la prolonger pour arriver jusqu'à Freud. L'historien comme inquisiteur, l'analyste comme inquisiteur. Sur la base de cette analogie, quelqu'un pourrait conclure que les cas réélaborés et publiés par Freud
sont inutilisables comme documentation historique. L'étude des procès de sorcellerie montre qu'une telle conclusion serait absurde. Ce procès, aussi comme les études des cas de Freud, peuvent être lus et réélaborés dans une perspective qui ne coïncide pas avec celle de ceux qui les ont produits. Dans un essai publié il y a quelques années, j'ai tenté de réfléchir sur les analogies entre cette opération intellectuelle et ce qu'on appelle dans la pratique médicale une expérimentation en double aveugle, double blind. Il s'agit d'une expérimentation lors de laquelle on administre une substance médicinale à un groupe de patients et de l'eau distillée, les fameux placebo, à un autre groupe. Ni les patients, ni les médecins qui administrent les médicaments ou l'eau distillée ne sont au courant de l'expérimentation, d'où la métaphore du double aveugle. J'observais alors, et je cite, « L'exhortation de Walter Benjamin, qu'on ne cesse de répéter comme une incantation, brosser l'histoire à contrepoil, signifie avant toute chose tenter de lire le témoignage historique aussi, mais pas uniquement, contre les intentions de ceux qui les ont produits. Dans cette perspective, on peut placer l'expérimentation historiographique au carré dont j'ai parlé, qui analyse les procès de l'Inquisition pour récupérer les voix des minorités persécutées. Ce qui échappait au contrôle des inquisiteurs, d'expérimentateurs d'alors, ouvre aujourd'hui la possibilité d'une lecture différente de la leur. » Fin de la citation. De cette expérimentation historiographique au carré et de ses analogies avec l'expérimentation en double aveugle, je ne vais pas parler ici. Je voudrais me contenter de faire allusion aux objectifs communs à ces deux opérations. Lutter contre les contrôles, conscients ou inconscients, des chercheurs sur les résultats de leurs recherches. Dit en d'autres termes, éviter les risques de trouver ce qu'on cherche, un point, c'est tout. De tels instruments nous aident-ils à éviter ce risque? Il m'arrive souvent d'en évoquer un autre, l'avocat du diable, c'est-à-dire la figure disparue aujourd'hui, prévue par l'Église catholique au début du XVIIe siècle dans les procès de béatification ou de canonisation. La tâche de l'avocat du diable consistait à formuler des objections insidieuses destinées à mettre en difficulté les défenseurs de la cause de béatification ou de canonisation. Introjecter la figure de l'avocat du diable, écouter les objections qu'il formule, me semble utile, à la condition que le diable que nous évoquons comme un interlocuteur polémique ne devienne pas un diable apprivoisé. Mais on peut aussi recourir à un autre instrument, les hasards. Aux deux mots du français hasard et cas correspond en italien un seul mot, caso. Derrière cette homonymie, il y a une étymologie commune qui renvoie au verbe latin cadere, en français tomber. La convergence de deux termes italiens m'a toujours intrigué. On parle rarement du hasard et du rôle qu'il joue dans la recherche, mais je ne me lasserai jamais de rappeler ce qu'a écrit Carlo Dionisotti, un grand historien de la littérature italienne, et je cite, « Par pur hasard, c'est-à-dire par la norme qui précède à la recherche de l'inconnu. » Fin de la citation. Naturellement, le hasard n'agit jamais seul. De l'autre côté, il y a le chercheur ou la chercheuse qui peut réagir au hasard ou l'ignorer. Mais le hasard peut se multiplier. Par exemple, en décidant de vagabonder au petit bonheur la chance dans les catalogues des bibliothèques sans une idée précise. À l'époque des catalogues électroniques et de Google, la multiplication du hasard est devenue un instrument des plus puissants, à condition de savoir s'en servir. Je vais me limiter ici à un seul exemple qui montre comme le hasard peut être mis au service de l'écriture des cas. Il y a plus de 15 ans, je m'étais mis à travailler sur Voltaire, et plus précisément sur les pages des lettres philosophiques consacrées à la Bourse de Londres. C'est le commentaire qu'en avait proposé Eric Auerbach dans son grand livre Mimesis qui avait attiré mon attention sur ces pages.
Pour décrire sa méthode, Auerbach avait parlé, en se réclamant de Vico, de perspectivisme. Je m'étais proposé de mettre en perspective Auerbach, qui avait mis en perspective Voltaire. Une expérimentation en miniature sur la lecture et sur ses complexités. C'est alors que j'eus l'idée d'articuler ce jeu de poupées russes avec un autre jeu auquel je me consacrais de temps à autre. Chercher un mot au hasard dans le catalogue de UCLA, où j'enseignais à l'époque, pour voir ce qui pouvait bien en sortir. Je décidai de rechercher sur le catalogue tous les mots du premier paragraphe du traité de métaphysique de Voltaire, inachevé et posthume, un texte lui aussi choisi à peu près au hasard. Dans quel but? Si je me souviens bien, je me proposais de reconstruire l'horizon d'attente des lecteurs de Voltaire. Un objectif absurde. Sur Voltaire et son public, la documentation est immense. Ma recherche ne pouvait être qu'une pure perte de temps. Au début du traité de métaphysique, Voltaire reprend un de ses thèmes favoris. Un être qui provient de l'espace arrive sur Terre et décrit ce qu'il rencontre dans la région où il a atterri, la Caffrerie, aujourd'hui l'Afrique du Sud. Suit alors une variation sur le thème de la distanciation, avec une nuance de racisme qui n'est pas rare chez Voltaire. Après avoir vu, et je cite, de singes, des éléphants, des nègres qui semblent tous avoir quelques lueurs d'une raison imparfaite, l'être venu de l'espace conclut « L'homme est un animal noir qui a de la laine sur la tête, marchant sur deux pattes, presque aussi adroit qu'un singe, moins fort que les autres animaux de sa taille, ayant un peu plus d'idées qu'eux et plus de facilité pour les exprimer. » Je m'ai mis à chercher les mots cafrerie dans le catalogue, en pensant qu'un nom propre m'aurait fourni un nombre inférieur de réponses. Aucune réponse ne vint du catalogue. J'essayai alors un terme proche, cafre. 7 réponses apparurent sur l'écran, dont 4 renvoyaient à un seul nom propre, inconnu de moi, Jean-Pierre Pury. Un des textes de la liste était en accès libre sur les étagères, en dépit de son ancienneté, parce que, comme je ne tardais pas à le découvrir, il avait été photocopié et relié. Le titre attira ma curiosité. Mémoire sur les pays des Cafres et de la terre des nuits, par rapport à l'utilité que la Compagnie des Indes orientales en pourrait retirer pour son commerce, Amsterdam, 1718. Quelques minutes plus tard, je feuilletai l'opuscule. Ce fut le début d'une recherche qui dura 2 bonnes années et qui déboucha sur un essai intitulé Latitude, Slaves and the Bible, an experiment in microhistory. En français, la latitude, les esclaves, la Bible, une approche locale de la globalisation. J'en résume ici rapidement les thèmes. Jean-Pierre Pury, calviniste, né à Neuchâtel en 1675, eut une vie aventureuse. Ses projets de colonisation, qui s'inspiraient de la Bible, le portèrent à Cape Town, en Batavie, aux Pays-Bas, en Caroline du Sud, où il créa une ville qui portait son nom, Purrisburg. Il y a quelques années, j'ai pu visiter ce qui en reste, un cimetière à moitié détruit, enfoui dans une forêt obscure. Dans mon essai, je me posais la question, je cite, « Un cas individuel examiné en profondeur peut-il conduire à des résultats théoriquement significatifs ?» Fin de la citation. À cette question, j'ai donné une réponse positive. J'ai parti du cas de Pury pour mettre en scène un dialogue entre Max Weber et Karl Marx sur les manières dont ils avaient affronté les problèmes de la colonisation et sur ce qui apparaissait comme absent chez l'un et chez l'autre. Dans le cas de Weber, la violence. Dans le cas de Marx, la religion. À la fin de l'essai, je citais un passage de Proust. Le niais s'imagine que les grosses dimensions des phénomènes sociaux sont une excellente occasion de pénétrer plus avant dans l'âme humaine. Il devrait au contraire comprendre que c'est en descendant en profondeur dans une individualité qu'ils auraient chance de comprendre ces phénomènes.
L'essai sur Puri a été traduit dans de nombreuses langues. Pour ce qui est de la qualité des résultats obtenus, je laisserai la parole au lecteur. Il ne fait aucun doute que la recherche sur le cas de Puri est le pur effet du hasard, du caso en italien. Mais pourquoi recourir à une stratégie de ce genre? Je réponds, pour lutter contre le poids des présupposés et éventuellement des préjugés, pour mettre ceux qui conduisent la recherche face à l'inconnu, l'inattendu, pour faire émerger les potentialités cognitives de la distanciation. Le chercheur venu de l'espace plane sur l'écran du catalogue et rencontre un nom inconnu. Pourtant, je dois bien admettre que le poids des présupposés, sinon des préjugés, n'a pas tardé à se faire sentir. Alors que, début dans le rayonnage de la bibliothèque de UCLA, j'ai feuilleté rapidement les mémoires sur les pays des Cafres et de la terre d'ennemi, j'ai pensé à Max Weber. De Puri, je ne savais absolument rien, mais l'abondance des citations de l'Ancien Testament m'orientait déjà, sans que je m'en rendisse compte, vers les archives de Neuchâtel et vers les restes de Petersburg, perdus au fin fond d'une forêt de Caroline du Sud. Merci. Merci beaucoup, Carlo, pour cet exposé extrêmement riche. Voilà, alors on a 2 micros qui circulent dans la salle et on a du temps. Ouais. Donc sentez-vous libre soit de revenir sur ce qui a été dit ce soir, soit de poser les questions qui vous passeraient par ailleurs par l'esprit. Évidemment. Merci. Merci. Il faut que quelqu'un rompe la politesse. Oui. Oui. Oui, merci. Alors, juste un instant. J'ai juste une petite question toute simple, mais comme je ne connais pas le mot, j'aimerais bien connaître sa signification. C'est acasuistique. Casuistique. Oui. Oui. Alors, casuistique, c'est lié au cas. C'est-à-dire, et c'est un genre qui, disons, comme j'ai dit, c'est, disons, le résultat d'une convergence historique entre médecine, droit et théologie. Alors, il y a des normes où, dans la loi, ou par exemple des descriptions de maladies dans la médecine. Et il y a des cas individuels. Le médecin rencontre un malade. Le malade a des symptômes qui se rattachent à une certaine description, mais il y a aussi des symptômes qui sont bizarres, qui ne rentrent pas dans la description de la norme. Alors là, il y a le cas, et il y a, disons, de traités qui abordent 2 cas. Alors, 2 cas réels ou imaginaires, ça peut être soit lié à la médecine, soit lié au droit, soit lié à la théologie. Alors, dans la théologie, il y a eu, disons, une floraison de traités sur la casuistique et aussi l'attaque lancée contre la casuistique par Pascal dans les lettres provinciales. Alors, dans les livres qu'on va présenter demain, il y a une introduction d'un médecin qui travaille à Oxford, Sarfatti, et justement c'est un pédiatre, et il parle du rôle de la casuistique dans, disons, la médecine aujourd'hui. C'est quelque chose qui a, disons, ressuscité, on pourrait dire, la casuistique, qui, disons, après l'attaque de Pascal, avait disparu, paraît-il. Mais en fait, elle est revenue en puissance. Parce que, par exemple, alors il y a... Excusez-moi, je parle trop. Non, mais, oui, non. C'est un vice. Non. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais est-ce que c'est une étude de cas particulier, la casistique? Oui, mais il y a cette tension entre le cas et la norme. Qui est indépendant de la norme, en fait. La casistique, c'est un cas qui est une individualité qui n'est pas rattachée à la norme, qui va en opposition peut-être avec la norme. C'est-à-dire oui et non. Alors, par exemple, alors il y a les décalogues. Tu ne dois pas tuer. Et la guerre,
Oui, mais quelle guerre? La guerre juste. Alors il y a, disons, une littérature énorme, évidemment. Et il y a cette tension. Je pense que lorsqu'il y a, disons, texte écrit, évidemment, il y a toujours, disons, des situations nouvelles. Cette tension entre la norme et les cas est inévitable. Merci. Merci. Est-ce que la serendipity entre dans votre méthode hasardeuse? Tout à fait. Tout à fait. Et merci pour cette question. Alors, lorsque j'ai écrit ce texte signe trace piste, alors j'ai rencontré un texte qui s'appelle Storia dei figli di Serendippo. C'est un texte qui a été publié à Venise et le nom d'auteur, c'est évidemment un pseudonyme, probablement Cristoforo Armeno, je crois que c'est 1557. Et alors, ça, c'est la source. C'est un texte qui a eu, disons, une diffusion européenne. Et c'est la source de Zadig de Voltaire. Vraiment, Voltaire a retravaillé ce texte. Parce qu'il y a une histoire, là, je crois, dans un chameau ou un cheval qui est passé dans une rue. Et après, il y a quelqu'un qui n'a pas vu ni les chameaux ni les chevals, mais dit, oui, et il était comme ça. Et il y a une description à partir des indices. Alors, mon essai, c'était sur les indices, j'ai rencontré ce texte. Ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'était que l'un des plus grands sociologues du XXe siècle, c'est-à-dire Robert Merton, avait travaillé sur la serendipity, mais n'avait pas encore publié le texte qu'il a écrit ensuite, en 2004, je crois, avec Eleanor Barber. C'est l'histoire de la serendipity. Alors, ce mot serendipity a été créé par Horace Walpole en Angleterre. Il avait lu la Storia dei figli di Serendippo, en anglais peut-être, et alors dans une lettre, il dit on pourrait inventer ce mot serendipity lorsqu'il s'agit de découvertes faites par hasard. Alors, oui, c'est très intéressant. Et vous avez plusieurs versions. L'une des versions plus belles de serendipity, c'est ce mot de Aby Warburg qui s'est rattaché à sa bibliothèque, qui est devenue après l'Institut Warburg, d'abord à Hambourg et ensuite à Londres lorsque Hitler a pris le pouvoir. Et Warburg disait, le livre dont vous avez besoin se trouve à côté du livre que vous cherchez. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est vraiment la serendipity. La différence, c'est quand même que dans la serendipity, on part d'une recherche avec un objectif, ce qui n'est pas le point de départ de votre démarche hasardeuse. Oui, c'est-à-dire que ça, peut-être, c'est un cas extrême de la serendipity. On pourrait dire ça. C'est-à-dire que j'avais commencé, disons, en feuilletant des catalogues avec des fiches. Mais maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus facile. J'ai écrit un texte qui existe en français aussi, qui s'appelle « Conversation avec Orion ». Orion, c'était le logiciel de UCLA. Et alors, justement, je crois que l'exemple que j'ai fait, c'est l'exemple que j'ai repris ici dans une perspective un peu différente. Mais je pense que, disons, l'utilisation sophistiquée de Google est très importante. C'est-à-dire que tout le monde, compris moi-même, cherche dans Google des réponses à des questions. Mais c'est possible aussi d'utiliser Google pour trouver des questions inattendues, et d'autres questions, qui nous amènent à la bibliothèque, évidemment, aux bibliothèques. Mais, disons, je trouve que dans cette perspective, ce qu'on appelle, je crois, dans le langage technique, le bruit devient un instrument. Il faut avoir du bruit pour trouver quelque chose d'inattendu. Parce qu'autrement, on trouve la réponse à nos questions. Alors, je pense que, disons, la combinaison entre la vitesse extraordinaire de Google et ce que Nietzsche, lorsqu'il était encore philologue et pas philosophe, a dit dans sa
sa leçon inaugurale à Bâle, la définition de la philologie. Et Nietzsche dit, la philologie, c'est l'art de la lecture lente. Alors, ça, c'est magnifique. Et je pense qu'avec Google, il faut essayer de combiner les deux, c'est-à-dire la vitesse de Google et la lenteur et la lecture lente. Mais on peut. Elles ne sont pas incompatibles. Mais ce que j'ai dit, je crois, dans ce texte, c'est que on ne peut pas devenir autodidacte à travers Google pour ce qui concerne cette lecture sophistiquée. Il faut avoir une médiation, et la médiation doit être incarnée par des individus en chair et os. Il faut quand même signaler que tu n'étais vraisemblablement pas dans cette bibliothèque par hasard. Il y a quand même des limites. Oui, il y a des limites à la... Non, mais alors je l'ai dit, qu'évidemment il y a interaction. C'est-à-dire que, évidemment, disons, nos réactions au hasard sont des réactions qui sont liées à notre, disons, formation, etc. Et pourtant, l'idée d'être surpris et, disons, créer des surprises, à mon avis, c'est intéressant. Oui, merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Je pensais aussi tout de suite à la sérendipité. Alors, je pousse un petit peu plus la question, sachant que c'est un terme qui a eu beaucoup de succès dans tous ceux qui s'occupent de culture numérique ou de digital studies pour refléter notre sentiment de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Toutefois, j'apporte quand même peut-être un bémol à ce que vous venez de dire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans une certaine naïveté du hasard ou de la sérendipité telle que l'informatique peut induire. J'ai été très attentive au moment où vous nous avez dit sur mon écran a surgi le nom de Depury, et voilà. Bon, derrière, il y a quand même tous les algorithmes. Cette fameuse boîte noire dans laquelle les personnes des sciences humaines, nous sommes très résistants à mettre le nez, en quelque sorte. Mais est-ce que d'une certaine manière, les algorithmes, et Google en particulier, il ne faut pas oublier de pratiquer d'autres moteurs de recherche si on ne veut pas subir la pensée unique de Google, c'est quand même quelque chose de très important. Dans quelle mesure est-ce que justement les algorithmes à l'œuvre dans ce type de moteur de recherche ne viennent pas détruire une certaine naïveté de notre sentiment du hasard qui nous amènerait des choses comme cela? J'essaie de plaider un peu pour que nous ayons un sens critique, nous les gens des sciences humaines, face à la boîte noire des algorithmes informatiques. Oui, c'est l'avocat du diable, je crois, et je vous remercie. Vous êtes théologienne? Oui, alors je pense que ce que j'ai proposé, j'espère, n'était pas si naïf, dans le sens que je disais, il y a interaction entre, disons, le hasard et l'individu qui fait de la recherche. Et dans ce sens, les résultats n'est pas prévisible. Évidemment, disons, le fait qu'il y a certains livres dans un catalogue de bibliothèques est lié au fait que les livres sont là. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on est dans un espace libre. Il y a des contraintes. Et le hasard est lié à ces contraintes aussi. Mais il y a interaction. Alors, si vous voulez, c'est un hasard, disons, créé dans un espace où il y a des contraintes, et la réponse aussi, c'est lié à des contraintes préalables. Je ne sais pas si ça, c'est de la naïveté, mais de toute façon, je pense que c'est, disons, mon expérience de recherche. Évidemment, disons, il n'y a pas seulement les hasards dans mon cas, par exemple. C'est-à-dire que je le dis parce que ce n'est pas si évident. Et je pense que c'est intéressant. Si vous voulez, alors là, j'étais un peu rapide. J'ai parlé des procès des sorcières. Alors, ça a été le choix que je fais lorsque j'ai décidé de chercher de devenir historien. Et je me rappelle ce moment. J'ai fait une décision triple, c'est-à-dire essayer de devenir historien, travailler sur les procès des sorcières, essayer de saisir le voix et les attitudes des victimes. Alors, j'ai pensé qu'il y avait des livres derrière ça, il y avait la lecture de Cahiers de prison de Gramsci, il y avait
Chris s'est arrêté à Eboli de Carlo Levi, il y avait Le Monde magique de Martino, Ernesto de Martino. Et pourtant, il y avait un élément qui est resté, disons, inconscient, à ma surprise, pendant des années et des années. C'est, d'une façon rétrospective, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire mon expérience d'enfant juif pendant la guerre. Alors l'idée d'essayer de saisir les voix des victimes, évidemment, avait une racine biographique, autobiographique. Et pourtant, ça a été, et je pense que là, il y a eu, je pense, en tant que lecteur de Freud, une stratégie de l'inconscient pour, disons, tenir ça au, disons, pas sous contrôle. En fait, c'était le contraire. Alors, je suis parti avec une hypothèse naïve, oui. C'est-à-dire l'idée que la sorcellerie avait été une forme primaire de lutte des classes. Et dans tout cela, il y avait, dans cette hypothèse, il y avait Gramsci, lu et déformé, mais de toute façon, c'est son idée de la culture des classes subalternes, évidemment, qui est sophistiquée. Et de l'autre côté, Michelet, la sorcière. Alors, j'ai commencé à travailler sur les procès d'inquisition, et le procès dont j'ai parlé au début, c'était un procès où j'ai trouvé que cette paysanne, Chiara Signorini, avait été chassée par la patronne. Elle travaillait il y avait un terrain, etc. Elle avait été chassée par la patronne. Elle avait été accusée d'avoir jeté un charme contre la patronne. Et je suis resté bouche bée parce que c'était, disons, si vous voulez, ce procès 1519 confirmait mon hypothèse. Et j'étais vraiment très déçu. Je pensais que l'hypothèse n'était pas très intéressante si on pouvait trouver, disons, une confirmation comme ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de travailler encore sur les sorcières et les sorciers, les procès de sorcières, et faire un tour d'Italie en essayant de, disons, travailler sur des archives de l'Inquisition. J'ai commencé à Venise. Je suis allé à l'archive d'État de Venise et il y a un inventaire fin du 19e siècle, manuscrit, du fond de l'Inquisition, avec les noms des accusés, les dates, le lieu et, disons, une description vague du contenu du procès, hérésie, magie. Alors, je n'avais pas d'hypothèse. J'entrais aux archives le matin, je pouvais, comme tout le monde, demander 4 volumes, et j'entrais, je disais 4, 35, 59, 90. On m'a apporté des volumes et j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai utilisé un peu l'inventaire, mais l'inventaire c'était vague. Alors, à un certain moment, j'ai trouvé quelque chose de tout à fait inattendu. Tout à fait inattendu. Et ça a été, disons, c'est-à-dire, il y avait un paysan, un jeune paysan, Friulin, 1583, je crois, et l'inquisiteur lui dit, alors, vous êtes né coiffé, et qu'est-ce que ça veut dire? Non, il disait, qu'est-ce que ça veut dire benandante? Alors, ce type-là, Menichino, dit, oh, à un certain moment, il dit, oui, je suis né coiffé comme les autres benandanti, nous sortons en esprit dans le pré de Josaphat pour nous battre contre les sorcières et les sorciers pour la fertilité des récoltes. Je me rappelle que j'ai lu ça, c'était 3 pages, je suis sorti des archives et je me rappelle ça parce que ça me donne le sentiment du temps qui est passé. J'ai commencé à fumer une cigarette après l'autre et j'étais vraiment bouleversé. C'était quelque chose de tout à fait inattendu que j'ai trouvé par hasard. Ensuite, j'ai trouvé plus que de 50 procès à Udine, quelqu'un de très long, et ça a été le sujet de mon premier livre, I Benandanti. Alors, je pense, les batailles nocturnes en français, j'ai suggéré ce titre parce que je pensais que Benandanti, en français, c'était impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, je pense que mon obsession avec le hasard
est lié à ça, c'est-à-dire à cette découverte du premier Bellandante. Alors, il y a de centaines et des centaines de procès à Venise. Comment pourrait-on trouver un cas comme celui-là? L'absence d'hypothèse a joué à ma faveur, mais ça a été un hasard. Oui. Oui. Merci beaucoup pour votre très enrichissante présentation. Je suis doctorant en histoire et ma question porte sur votre approche historiographique. Oui. Est-ce que dans vos écrits, vous cherchez à retranscrire dans l'actuel des faits passés, des faits genre ramener dans le présent quelque chose qui s'est réellement produit, ou bien votre préoccupation, c'est de mener une réflexion philosophique en vous basant sur des faits? Et par extension, quelle est la place de la vérité dans vos réflexions? Merci. Et si vous avez une définition de la vérité, oui, j'aimerais bien l'entendre. Des petites questions, mais très importantes. Non, alors, si vous voulez, ni l'un ni l'autre, dans le sens que ce rapport entre le présent et le passé, évidemment, c'est quelque chose de très important, comme pour tous les historiens, je pense. Et pourtant, j'ai écrit un texte qui, justement, se rattache un peu à votre question. Ça s'appelle « Nos mots et les leurs ». Ça existe en français aussi. Et justement, j'ai essayé d'analyser le rapport entre le langage, les catégories de l'observateur, de l'historien dans ce cas, et les catégories des acteurs. Alors, il y a là, derrière ça, il y a le travail d'un anthropologue et linguiste américain, Kenneth Pike, qui a parlé d'une dichotomie entre le côté éthique, sans H, éthique, ça se rattache à phonetics, sont les catégories de l'observateur. De l'autre côté, il y a le côté imique, les catégories des acteurs. Alors, je trouvais que la dichotomie était très intéressante, mais je trouvais que, je dois utiliser encore une fois le mot inévitable, c'était un peu naïf. Il y avait un côté positiviste naïf. Et alors, j'ai conclu que, c'était mon argument. En fait, j'ai relu l'argument de Pike à travers des réflexions beaucoup plus subtiles qui avaient été lancées par Marc Bloch à la fin des années 30. Marc Bloch s'est posé la question et a écrit un essai magnifique là-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser les mots classe, dans le sens de classe sociale, pour le Moyen-Âge, lorsque ce mot n'avait pas cette signification? En fait, j'ai mis dans mon essai, j'ai mis une petite phrase de Bloch dans son métier d'historien, je cite de façon approximative. Heureux, les chimistes ont été heureux parce qu'ils ont travaillé avec des éléments qui ne se nommaient pas eux-mêmes. Alors, évidemment, c'était ironique, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur, disons, cette complexité qui se rattache au fait qu'il y a nos catégories à nous et les catégories à eux, c'est-à-dire les acteurs. Alors, il y a ce jeu, si vous voulez. Et là, j'essaie de répondre à votre question. Je pense, c'était mon hypothèse, que nous partons toujours de nos hypothèses qui sont et nos catégories qui sont anachronistiques, qui se rattachent à l'anachronisme et sont teintées d'anachronisme, disons, pour essayer de saisir ce qui est possible, les catégories des acteurs. Dans ce sens, le problème de la vérité est tout à fait central. Tout à fait central. Ici, on pourrait dire quelque chose sur l'anachronisme, mais peut-être... J'aimerais plutôt savoir pourquoi la question de la vérité est tout à fait centrale. Parce qu'il y a toute la question, évidemment, je pense, derrière la question de monsieur, il y a tout le problème de l'historiographie sceptique. Oui. Alors, en fait, disons, j'ai discuté pendant des décennies sur ce problème et j'ai essayé de, disons, répondre aux thèses des historiens néo-sceptiques.
dans le sens que l'idée que tout est construction et qu'il n'y a pas de limite rigoureuse entre les narrations de fiction et la narration historique me paraît fausse, dangereux et quelque chose à réfuter pour ses implications cognitives d'abord et ensuite politiques et morales. Et oui, j'ai engagé une discussion disons publique avec Hayden White, qui était les représentants les plus connus de ce courant néo-sceptique. Et il y a un texte que j'ai publié qui s'appelle « Un seul témoin », où j'ai discuté avec Hayden White sur ces problèmes. Je pense que, disons, entre la fiction, c'est-à-dire la fiction qui se rattache à la poésie, au roman, etc., dans notre tradition, et de l'autre côté l'histoire, il y a eu, c'était mon hypothèse, une relation de compétition et des va-et-vient, ça m'intéresse beaucoup, des va-et-vient de techniques d'approche, etc., entre les deux. Lorsque Balzac a dit « je serai l'historien du 19e siècle », il a lancé un défi aux historiens. Enfin, j'ai écrit un essai sur un défi de Stendhal lancé aux historiens, mais c'est toujours lié à quelque chose de spécifique, des techniques spécifiques, par exemple. Mais alors, si on remonte au passé grec, évidemment, Hérodote aurait été impensable sans Homère. Alors, il y a eu ce va-et-vient, mais mon hypothèse est, des deux côtés, il y a compétition pour la représentation et la connaissance de la réalité. C'est quelque chose qui rattache à ce que j'ai dit, cet élément d'imagination morale, si vous voulez, qui est au centre, si on veut, de ce que nous pouvons apprendre en lisant des romans ou des poèmes, je pense. Oui. Merci pour cette lecture, vraiment impressionnant. Et pardon pour question peut-être un peu vague, mais à l'époque de Mallarmé, le hasard était vraiment émancipatoire, oui. Et tout ça. À l'époque de Freud, bien sûr, les cas étaient émancipatoires dans le champ d'études humaines. Mais déjà, après-guerre, obsession des cas et de hasard était confessée aussi par les forces plutôt structuralistes et plutôt de la littérature potentielle, je veux dire Raymond Queneau par exemple, qui, je crois, pas vraiment la même chose. Maintenant, on a le Google et ces algorithmes en continuant vos questions aussi. Tous ces algorithmes, tous ces mécanismes de hasard qui étaient en fait mécanisés déjà, c'est totalement différemment par rapport à l'époque de Freud et de Mallarmé. Et donc, si vous croyez que maintenant les cas et le hasard sont toujours sur côté des sciences empiriques et de révélations littéraires, ou peut-être on peut faire cette distance critique et si c'est déjà mécanisé, je veux dire. Oui, alors je pense que d'abord il faut, disons, souligner la distinction entre cas et hasard. Et je pense que ce que j'ai essayé de proposer, c'est l'idée que le hasard peut jouer un rôle dans la connaissance des cas, qui se rattache à la norme dans ce rapport de tension. Et pourtant, alors en vous écoutant, j'ai pensé, mais est-ce que, disons, le hasard nous donne des questions ou des réponses? Alors, je dirais des questions. Et pourtant, je dois avouer qu'il m'est arrivé plusieurs fois de trouver des réponses. Et j'ai travaillé pendant des années pour essayer de construire les questions. Ce qui implique, disons, un jeu plus compliqué que... Oui, mais de toute façon, je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui, merci.
Merci pour ce passionnant exposé. J'avais une petite question. J'aurais voulu vous entendre... Je suis ici. Ah oui, excusez-moi. Oui. J'aurais voulu vous entendre plus en détail sur le parallèle entre les méthodes de l'Inquisition et la psychanalyse freudienne, parce que ça m'a interpellé. Et puis aussi parce que peut-être que finalement, il y a un rapport entre le chercheur qui veut absolument trouver ce qu'il cherche et peut-être l'inquisiteur et le psychanalyste. Oui. Alors, si vous voulez, bon, j'ai enregistré ce mot de Freud qui m'a troublé, et je pense qu'il était troublé lui-même, évidemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'est posé la question de la réalité qu'il y avait dans les aveux, entre guillemets, des hystériques. Et justement, c'est ça qui lui a fait surgir l'idée d'une comparaison avec les procès d'inquisition. De l'autre côté, alors cet essai, L'Inquisiteur comme anthropologue, que j'ai écrit, alors il y a une petite anecdote. Il y a plusieurs années, j'étais à Moscou pour donner une conférence et j'ai reçu un coup de fil. Et de l'autre côté, il y avait l'association Mémorial. J'avais entendu parler d'eux. Et à l'époque, ils se battaient pour les droits humains en Cécénie, etc. Et ils travaillent, c'est un des cibles de Poutine. Ils ont travaillé pendant des décennies sur les goulags. Alors, j'avais entendu parler d'eux et ils me disent, de l'autre côté, on voudrait avoir un colloque public avec vous. J'étais flatté, mais surpris. Mais pourquoi? Dans quelle direction? Ils ont dit, nous avons lu en anglais votre texte, L'Inquisiteur anthropologue, et on voudrait parler de ça. Alors il y a eu ces colloques chez eux, colloques publics, très impressionnants pour moi. C'est-à-dire que leur hypothèse, c'était d'utiliser la façon oblique que j'avais utilisée pour lire les procès d'inquisition, pour lire le procès de l'ère stalinienne. C'est-à-dire que même dans un procès, évidemment, l'analogie avec l'Inquisition, elle n'était pas nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a un texte de Zinoviev que je n'ai pas lu, qui a été publié au début des années 20, où il parlait de procès des sorcières, à propos de procès contre, disons, la minorité politique, plus ou moins rattachée à Trotsky, etc. Alors, l'idée que des procès contrôlés par, disons, le juge peuvent impliquer quelque chose qui n'est pas contrôlé et qu'on peut saisir à travers des questions qui ne sont pas forcément celles du juge, à mon avis, c'est très intéressant. Et en fait, j'ai proposé une fois dans un texte qu'il n'y a pas de textes qui peuvent être contrôlés 100%. Il y a toujours quelque chose qui échappe à ceux qui produisent un texte. Quelque chose qui peut surgir entre les lignes à travers des questions différentes. Ici, il y a, si vous voulez, l'importance, et ça se rattache un peu à mon colloque avec les gens du Mémorial, ce texte magnifique de Léo Strauss, qui s'appelle « Persécution et l'art d'écrire », qui a été publié en 1941, et qui, justement, dit que il faut savoir lire entre les lignes lorsqu'on va analyser de textes, il dit jusqu'à la Révolution française. Mais en fait, son point de départ, c'est la réalité présente, c'est-à-dire dont il parle d'une façon explicite, c'est-à-dire le régime nazi et le régime fasciste. Et d'une façon oblique, il y a une allusion à l'Union soviétique, mais 1941, alors ça n'était plus possible, n'était plus, disons, acceptable du point de vue politique. Et pourtant, ce texte, c'est un texte magnifique. À mon avis, disons, c'est un texte, cette idée de lire entre les lignes, par exemple, un exemple, il dit, lorsque, dans un texte qui parle de religion ou de politique, nous trouvons une thèse, et ensuite une confutation, une réfutation de la thèse, beaucoup plus faible de la thèse elle-même,
on peut penser qu'il s'agit d'une stratégie oblique. Alors, évidemment, on peut utiliser ça, disons, dans des directions qui ne sont pas contrôlables. Il y a un problème là-dessus. Mais je dis toujours que, disons, si une hypothèse herméneutique ne pose pas de problème, elle n'est pas intéressante. Évidemment, elle peut être utilisée dans une mauvaise direction. Mais, à mon avis, elle est précieuse. Alors, on revient à la lecture lente et à la lecture entre les lignes. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Alors, lorsque vous avez parlé de Nietzsche, il est devenu professeur à 24 ans dans l'université de Bâle. Ça m'a fait penser que l'université de Bâle, pendant 100 ans, de 1718 jusqu'à 1818, utilisait le tirage au sort pour décider les professeurs, les chaires à l'université. Et puis, comme par hasard, aujourd'hui, le Conseil fédéral suisse, donc le gouvernement suisse, a pris position contre une initiative populaire sur laquelle on va voter dans 2 ans, qui propose que les juges du tribunal fédéral suisse soient décidés non pas par le Parlement, mais avec le tirage au sort parmi des candidats qui sont retenus valables. Dans les 2 cas, on utilise le tirage au sort pour combattre peut-être le monopole des partis ou des riches familles, comme à Bâle, qui avaient le monopole des postes de professeurs. Mais le hasard, le tirage au sort, il est également utilisé de plus en plus en sciences. Le Fonds national suisse de recherche scientifique l'utilise depuis quelques mois pour choisir les projets qui gagnent un concours parmi les meilleurs projets. Et là, l'idée, c'est de sortir des sentiers battus, de permettre peut-être à des chercheurs qui sont un petit peu, sont pas dans le mainstream, de gagner des bourses. Et donc, j'ai juste la curiosité, oui. Quelle est votre opinion sur l'usage du tirage au sort dans de telles circonstances? C'est tout à fait simple. Comme je disais auparavant, je parlais de questions qu'on peut tirer au sort, mais pas des réponses. Alors, c'est tout à fait différent. Merci. Merci. Vous avez écrit un article dans lequel vous revenez sur le célèbre verset de la lettre de Paul aux Corinthiens, où il est question de la lettre et l'esprit. Et je me demandais comment cette dialectique lettre-esprit se chevauche pour vous ou pas avec la dialectique cas-norme dont vous avez parlé dans votre exposé. Merci. Alors, en fait, cet article, disons, c'est-à-dire n'analysait pas le texte de Paul, mais plutôt, disons, sa réception, et, disons, dans la longue durée. Oui. Alors, mais pourtant, ces problèmes de l'être-esprit, évidemment, c'est tout à fait important. Alors, il y a un texte que j'ai cité dans cet article, c'est un passage de la réfutation, disons de la démonstration que la soi-disant donation de Constantin était un faux. C'est le texte célèbre de Lorenzo Valla, moitié 15e siècle. Alors, ce texte est célèbre, c'est un chapitre capital de l'histoire de la méthode historique, on peut dire. Et pourtant, il y a un passage qui, à mon avis, lorsque j'ai découvert ça, et j'étais vraiment surpris, n'avait jamais été, disons, souligné ou remarqué. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Val a dit, oui, dans ce texte, l'auteur, anonyme, fait une référence au texte lui-même, c'est-à-dire à la donation. Mais alors ça, c'est absurde. Alors à ce moment-là, j'ai pensé à d'autres textes, mais alors on ne peut pas, ne parlons pas de ça ici. Mais ça, c'est Moïse. Ça, c'est l'allusion à la mort de Moïse. Ce qui impliquait pour Valla le fait que le Pentateuque n'était pas de Moïse. Alors, là, on revient évidemment
à Strauss, c'est-à-dire à la lecture entre les lignes. C'est quelque chose que, évidemment, Wahlan n'aurait jamais osé de dire, et pourtant il l'a suggéré dans cette façon. Alors, d'autres livres. Alors, on pourrait m'objecter que je n'ai pas de preuves. Et pourtant... Non, c'est intéressant parce que c'est vrai, je n'ai pas de preuves. C'est-à-dire que je pense que, disons, de cette façon oblique. Parce que là, ce qui n'est pas dit surgit d'une certaine façon. Pourquoi il ne dit pas quel livre? Il y a cette allusion, et ensuite il s'était. Pourquoi? Alors, je suis, disons, en tant que lecteur de Strauss, peut-être, je dis, alors c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas dire, etc., etc. Je ne sais pas si cet exemple montre les faiblesses de l'argumentation. Oui, vous pensez, hein? Les juristes, la preuve, c'est... Ah non, mais alors là, il y a là un autre problème. C'est-à-dire, disons, sur lequel j'ai travaillé aussi, je dois dire. C'est-à-dire, ce qui est preuve pour les juristes ou pour les juges et ce qui est preuve pour les historiens. C'est tout à fait différent. J'ai écrit même un petit livre, Les juges et l'historien. C'est un cas contemporain où un ami très cher était impliqué. Et alors dans ce livre, j'ai parlé de la preuve, disons, au niveau général. Et j'ai dit qu'évidemment, il y a des preuves qui sont des preuves pour les historiens et pas pour les juges. Et il y a des phénomènes qui peuvent être abordés, anonymes par exemple, qui peuvent être abordés par les juges, par les historiens, par les juges, etc. C'est-à-dire que je dirais, mais ça c'est contestable, que dans la recherche, le but c'est de transférer l'onus probandi, le poids de la preuve, sur notre opposant, excusez-moi. Mais évidemment, n'est jamais définitif. Tandis qu'on peut dire qu'un jugement, à un certain moment, c'est tout, c'est la fin. Eh oui. Oui, bonsoir. Je pose une question en tant qu'étudiante en histoire des religions qui a suivi une de vos conférences il y a quelques années. Et une phrase m'a guidée ensuite dans mon travail. Si le résultat de la recherche correspond à l'hypothèse de départ, alors c'est raté. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et qui m'a guidée pendant la rédaction de mon mémoire. Et justement, ma question est, vous parlez de votre travail d'enseignant, enfin de professeur d'université. À partir de là, est-ce qu'on peut dire que vous avez, avec vos étudiants, un peu élaboré une méthodologie sur laquelle on peut s'appuyer ou... Enfin, en quelque sorte, vous avez un petit peu répondu à ma question juste avant, mais oui. Voilà. Merci. Non, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Parce que, à mon avis, c'est pas, je ne dirais pas c'est raté, je dirais c'est pas assez. Ce qui est différent. Il y a, à mon avis, une grande différence. Pour ce qui concerne la méthodologie, alors, bon, lorsque je pense au mot méthode, je pense à cette phrase magnifique de Marcel Granet, le grand sinologue, une phrase qui a été enregistrée par Georges Dumézil. Et alors Granet a dit « La méthode, c'est la voie après qu'on l'a parcourue ». Et c'était un jeu de mots sur les mots grecs « méta-odos » et la voie après. C'est-à-dire que, alors je pense que parler de méthode en général n'est pas très utile. Tandis que si on montre, disons, la méthode en action à travers des cas, etc., alors ça peut transmettre quelque chose qui va être retravaillé dans des directions différentes. Parce que ça, à mon avis, c'est les points. Même contre moi, pourquoi pas. Ouais. Très bien. Je pense qu'à partir de là, on va peut-être te laisser te reposer aussi un peu. Non, merci, ça a été une discussion à tous, magnifique. Merci. Merci à tous. Merci.
Et donc je vous invite tous à venir demain à 18h ou 18h30, je suis plus sûr maintenant, mais vous vérifierez, à la librairie Payot Rive Gauche pour poursuivre cette discussion sur la casuistique.